Bonsoir. C'est un plaisir de parler après mon collègue qui a parlé plus de l'aspect optique, de l'imagerie optique et de la façon de cibler différents types de tumeurs ou différentes zones dans les cellules pour faire des images. Comme vous avez vu, il y a tout le spectre électromagnétique qui peut être utilisé pour faire des images du corps humain, mais il n'y a pas que des ondes électromagnétiques qui peuvent faire l'image du corps humain, il y a aussi des ondes mécaniques, comme les ondes acoustiques, qui peuvent faire l'image du corps humain. Et là, évidemment, le contraste qu'on va sentir dans l'image est très différent du contraste qu'on sent en optique. On va sentir la façon dont l'élasticité des tissus varie localement. Et c'est un domaine important parce que vous savez que quand un médecin cherche à diagnostiquer la présence d'une tumeur, par exemple, l'examen le plus important, c'est la palpation. Et la palpation, en fait, il sent la dureté des tissus. Alors, il la sent de façon grossière avec sa main, en appuyant et en sentant si c'est dur ou pas dur. Et c'est quand même là l'indication, généralement, qu'une pathologie est en train de démarrer, c'est qu'une zone devient anormalement dure. Et donc, les gens ont toujours pensé que les ondes mécaniques, qui sentaient théoriquement l'élasticité des tissus, devraient voir ça. Et en fait, toute l'aventure des ultrasons a démarré en envoyant des ultrasons, qui sont des ondes de fréquence élevée, dans le corps humain. Et on a vu des belles images en faisant de l'échographie à la mode des sonars, et on a vu des belles images. Mais ces images donnent des informations, mais qui sont très loin de révéler l'élasticité des tissus, curieusement. Et vous allez voir comment l'imagerie ultrasonore a beaucoup progressé, et ces derniers temps, il y a une véritable révolution qui arrive à cause de la puissance de l'informatique qu'on peut mettre sur les appareils à ultrasons. Et on peut maintenant voir des choses qu'on n'imaginait pas avec des appareils très bon marché, parce que les systèmes d'ultrasons sont des appareils peu chers, les échographes, et comparé à l'IRM ou au PET ou à des instruments compliqués ou au système à rayon X, c'est des systèmes qui au départ donnaient des images un peu du pauvre, et vous allez voir que maintenant ça donne vraiment des images du riche avec énormément d'informations, mais il a fallu injecter de la physique et beaucoup d'astuces. Alors pour comprendre tout ça, il faut se rappeler d'abord ce que c'est que les tissus biologiques. Un tissu biologique, ça a une particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle de la matière molle. Il y a la matière dure, les os sont durs, mais le gros des tissus, le gros des organes est mou. Et qu'est-ce que c'est qu'un tissu mou ou la matière molle? C'est un milieu solide, mais très particulier, qui peut être défini par deux modules mécaniques. Un module qui s'appelle le module de compression, ou la compressibilité, dont je vais vous parler, et un autre module qui s'appelle le module de cisaillement. C'est la façon dont un bout de tissu résiste au cisaillement. Eh bien, quand vous prenez un tissu biologique, il est plein d'eau. Il y a un grand pourcentage d'eau dans les tissus mous. Et si vous essayez d'écraser un tissu en appuyant de tous les côtés à la fois, pour voir la façon dont son volume change quand vous appliquez une contrainte de tous les côtés, eh bien, c'est très dur de changer le volume d'un tissu. Un tissu se comporte comme de l'eau, et essayer d'écraser de l'eau, c'est difficile, et le module de compressibilité des tissus est très élevé, de l'ordre de ce qu'on on quantifie ça, c'est 1 gigapascal, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre un bout de 1 cm3 de viande et le descendre à des milliers de mètres de profondeur pour qu'il change vraiment de volume. Et c'est très difficile de profondeur dans l'eau, parce que là, il y a une pression hydrostatique, et donc les tissus résistent à l'écrasement. Par contre, les tissus résistent très mal au cisaillement parce qu'ils sont mous, et vous pouvez appliquer des toutes petites contraintes de cisaillement et les tissus se déforment beaucoup. Et ce qui caractérise ça, c'est un autre module qu'on appelle le module de cisaillement et qui est très faible, qui est de l'ordre du kilopascal comparé au gigapascal. C'est-à-dire que vous appliquez des toutes petites contraintes et le tissu se déforme beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que le module de cisaillement, lui, change énormément d'un tissu à l'autre. Quand vous regardez le module de compressibilité, que vous preniez du foie, du rein, du muscle, c'est pratiquement toujours le même module de compressibilité. Et donc, mesurer la carte du module de compressibilité ne vous donne pas beaucoup d'informations pour un médecin. Si vous avez une zone qui devient cancéreuse, son module de compressibilité ne change pas.
Par contre, ce qui change, c'est le module de cisaillement. Il peut passer de 1 kPa ou 100 pascal à beaucoup de kilopascales dès que les tissus s'organisent différemment, dès que les cellules ont des forces d'adhésion différentes, et c'est là qu'on sent qu'un tissu est en train de se dégrader, ou lorsqu'on prend du muscle, ou lorsqu'on prend du foie ou de la graisse, les modules de cisaillement sont très différents. Donc ça, c'est un contraste très intéressant pour le médecin. Maintenant, comme il y a deux modules, il y a deux types d'ondes mécaniques qui peuvent se propager dans les tissus. Il y a des ondes qu'on appelle les ondes de compression et les ondes qu'on appelle les ondes de cisaillement. À quelle vitesse vont ces ondes? Les ondes de compression vont à une vitesse qui dépend du module de compressibilité qui vaut 1 gigapascal et qui dépend de la densité volumique des tissus qui vaut 1000 kg par mètre cube en gros. Donc les ondes de compression vont très vite. Elles vont à 1500 mètres par seconde qui est en gros la vitesse du son dans l'eau. Par contre, si vous cisaillez les tissus, si vous regardez la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, elle dépend du module de cisaillement, qui lui est très faible. Et donc elles vont lentement, elles vont typiquement à des vitesses de l'ordre du mètre par seconde. Mais quand vous avez une onde de cisaillement qui passe d'un tissu sain à un tissu malsain, par exemple à un carcinome dans le sein, la vitesse d'une onde de cisaillement qui au départ peut être de 1 ou 2 mètres par seconde peut passer à 5 ou 10 mètres par seconde. Donc si le changement de vitesse va vous dire, ici, il y a une zone très dure. Et le problème, c'est que lorsque on envoie des ultrasons dans le corps humain, on voudrait bien envoyer des ondes de cisaillement qui sentent le module de cisaillement, mais malheureusement, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand on envoie des ultrasons, ce sont des ondes qu'on envoie à très haute fréquence. C'est des fréquences qui ne sont pas audibles, typiquement à 5 MHz, à une fréquence où il y a 5 millions de battements par seconde. Eh bien, les ultrasons se propageant à 1500 mètres par seconde, ils vont se propager dans le corps humain, mais principalement sous forme d'ondes de compression. Parce que si vous essayez de cisailler 5 millions de fois par seconde le corps humain, eh bien, les ondes que vous allez essayer de créer vont s'atténuer très vite parce qu'il y a de la viscosité dans le corps humain. La seule chose qui se propage bien dans le corps humain à haute fréquence, c'est les ondes de compression. Si vous essayez de cisailler à 5 MHz les tissus, vous les brûlez et rien ne se propage. Donc la seule façon d'envoyer des ultrasons dans le corps humain, c'est d'envoyer des ondes de compression. C'est intéressant parce que vous envoyez des ondes qui vont en gros toujours à 1500 mètres par seconde et la longueur d'onde de ces ondes qui va vous donner la résolution est assez petite, de l'ordre du demi-millimètre ou du tiers de millimètre ou même de 100 microns si on monte un peu la fréquence. Maintenant, si vous voulez envoyer des ondes de cisaillement dans le corps humain, vous ne pouvez les envoyer qu'aux fréquences sonores, c'est du son. Vous allez donner des coups dans le corps humain et vous allez créer des ondes de cisaillement basse fréquence, à des fréquences inférieures au kHz. Et par exemple, à 200 Hz, si vous envoyez du cisaillement dans le corps humain, ça va bien se propager et ça peut aller profond dans le corps humain pour explorer le corps humain. Mais les longueurs d'onde sont grossières et un système d'imagerie qui n'utilise que ces ondes sera grossier et donnera des images très, très pauvres. Quand on envoie des ultrasons, on ne sent que la compression, avec des très bonnes résolutions spatiales. Quand on envoie des ondes basse fréquence, on peut sentir le cisaillement. Maintenant, parlons d'ultrasons. Si on envoie des ultrasons, ce qu'il y a de bien, c'est que les ultrasons avancent dans les tissus toujours en gros à 1500 mètres par seconde. Ça veut dire que comme la vitesse est connue et constante, on peut faire deux choses. On peut faire ce qui s'appelle de l'échographie, on envoie des ultrasons et on écoute le temps au bout duquel les ultrasons reviennent des tissus à cause des échos. Et en mesurant ce temps, on a la profondeur puisqu'on connaît la vitesse qui est constante et bien connue. Donc on peut faire ce qui s'appelle de l'écholocation, comme en sonar. D'autre part, comme les tissus changent très peu de module de compressibilité d'un tissu à l'autre, les échos sont faibles. Et en gros, les ultrasons peuvent se propager loin et on a ce qu'on appelle un milieu faiblement inhomogène. Un milieu dans lequel la vitesse change très peu et les échos sont assez sympathiques. Comment on fait une image ultrasonore dans les appareils que vous utilisez à l'hôpital? En utilisant ce qu'on appelle des réseaux de transducteurs piézoélectriques, qui sont des centaines de petits transducteurs piézoélectriques qui tous, étant excités électriquement, se mettent à vibrer à des fréquences ultrasonores pour envoyer des ultrasons dans le corps humain. Et lorsqu'on applique une sonde comme ça sur le corps humain, en utilisant un gel pour avoir un bon couplage, on peut faire une image du corps humain par ultrason de la façon suivante. On a des centaines de petits transducteurs piézoélectriques. Comme on connaît la vitesse des ultrasons, on peut apprendre à émettre des tas de petits signaux de chaque transducteur avec des retards
pour que toutes les ondes arrivent en même temps à un point. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à focaliser une onde ultrasonore là où on veut. Si on veut focaliser une onde ultrasonore à 5 cm de profondeur, il suffit d'envoyer avec des retards chaque petit signal pour que tous les ultrasons arrivent tous ensemble ici pour s'additionner en phase et vous donner un signal fort. Donc ça envoie un faisceau qui est assez fin, qui peut explorer ici cette zone, et on va écouter tous les échos de toutes les petites saletés qu'il y a là, et on va faire de l'échographie. Ça va être la première image ultrasonore d'une première ligne qui est là. Puis après, on va décaler les transducteurs qui émettent pour faire l'image d'une ligne à côté, et on va écouter tous les échos comme dans un sonar ou dans un radar. Puis après, on va continuer, et au bout d'un certain temps, on va avoir une image de tous les échos de tous les tissus dans cette zone. Et puis après, on peut changer la distance focale, je reviendrai là-dessus, pour aller explorer une profondeur plus grande en changeant la focale, et c'est comme ça qu'on fait une image. Alors, quand on utilise des réseaux de transducteurs ultrasonores, on peut utiliser à la fois le concept de signaux électriques qu'on applique avec des retards pour focaliser quelque part, et on va écouter les échos. Et quand les échos vont revenir de tous les tissus, qui vont donner des petits signaux en retour, ces échos vont arriver avec des retards dus au fait que celui-là a un chemin moins grand à parcourir que celui-là. Et ici, il suffit de mettre ce qu'on appelle des lignes à retard électroniques pour mettre tous ces signaux en phase, pour les additionner, pour avoir un grand écho ici. On appelle ça faire de la focalisation en réception. Ça, c'est de la focalisation en émission, et on peut jouer là-dessus pour faire des images. D'autre part, comme on a des lignes à retard, on peut les modifier électroniquement très vite pour changer la distance focale, pour essayer de voir les échos qui viennent de différentes profondeurs. Et on peut faire ce qu'on appelle un zoom électronique, où on change la loi de retard en réception pour faire des images. Alors, on utilise ça. On peut aussi utiliser, avec ces réseaux de transducteurs, des faisceaux qu'on envoie avec des angles pour aller explorer les échos qui viennent non pas sur l'axe, mais hors d'axe. Et on peut, en envoyant des signaux avec des retards astucieux, aller explorer des zones dans un angle très grand et faire une image de tout ça. Quand on fait une image, ça prend un certain temps. Puisque les ultrasons vont en gros à 1500 mètres par seconde, il faut attendre le temps que ce faisceau revienne. On a une tâche focale qui a une certaine dimension qui dépend de la longueur d'onde, et on explore une zone qui a une certaine profondeur de champ qui dépend aussi de la longueur d'onde et de ce qu'on appelle l'ouverture angulaire de ce système. Mais si vous voulez faire une image complète, il faut faire beaucoup de tirs. Là, pour une profondeur, changez la focale, et quand on compte le temps qu'il faut pour faire une image, eh bien, il faut passer en gros, on peut faire une image complète du corps humain 50 fois par seconde. C'est pas mal, c'est rapide, mais ce n'est pas de l'instantané. On voit le corps humain, ça prend 1/50e de seconde, et donc on peut faire des films du corps humain avec l'échographie. Et lorsqu'on fait ça, on fait ce qu'on appelle une image séquentielle. On envoie des faisceaux dans différentes directions, on focalise à toutes les profondeurs, et on fait l'image. Et on a le résultat qui est cette image d'un fœtus, par exemple, et du placenta qu'on obtient. Ça, c'est ce qu'on appelle une image séquentielle. Et quand on regarde ces images, on voit toujours que le sang est très noir, que les tissus donnent plein de petits échos, comme une espèce de bruit qu'on appelle un bruit de speckle en anglais, ça veut dire tavelure en français, et on voit aussi que ça bouge. Et on peut mettre ça sur beaucoup d'organes. Ici, on voit un rein, ici, on voit un foie, ici, on voit une cavité cardiaque, ici, on voit l'aorte abdominale avec ici un anévrisme, et ici on voit un bébé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça bouge. Un cœur, on le voit battre 50 fois par seconde, on voit des valves qui se ferment, et un bon médecin peut vous dire beaucoup de choses de ça. Ça, c'est l'échographie d'aujourd'hui que vous avez à l'hôpital, et les médecins ont besoin d'être bons pour voir, parce que vous voyez bien ce bruit, c'est le mouvement qui aide, et quand le médecin n'est pas bon, il peut faire beaucoup d'erreurs de diagnostic. Une chose qui domine là-dedans, c'est que ce qui vient des tissus, c'est deux types d'échos. De temps en temps, des échos de parois bien nettes, qu'on appelle des échos spéculaires, et de temps en temps, des échos qui viennent de l'intérieur des tissus, qui sont dus au fait que les tissus sont pleins de toutes petites inhomogénéités, qui sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde, qui donnent toutes des petits échos, et tous ces échos se somment de façon aléatoire pour vous donner un bruit de fond. Ce bruit est présent dans toutes les images d'échographie. Là, ici, dans le sang, on voit par exemple une sténose de la carotide qui est un gros pâté et qu'on repère très bien. On voit bien l'écho spéculaire, mais on voit toujours ce bruit qui domine. Ce bruit gênait beaucoup les gens, et vous allez voir que ce bruit, quand on l'exploite intelligemment et quand on exploite ses mouvements, peut apporter beaucoup de richesse dans le diagnostic.
Ce bruit vient du fait que quand on envoie un faisceau, quand on écoute ce qui revient à un temps donné, ça revient de plein de petits, d'une zone qu'on appelle un volume isochrone, où il y a plein de diffuseurs, et tout ça vous donne un bruit qui est la somme de tous les échos. Bon, maintenant, il n'y a pas que les tissus qui renvoient plein de petits échos à travers leur microstructure, mais il y a aussi le sang. Quand vous envoyez des ultrasons dans du sang, dans les artères ou dans les veines, vous avez des globules rouges qui se baladent. Un globule rouge, c'est un petit diffuseur qui renvoie des échos. Et ces globules rouges bougent. Et donc on peut aussi utiliser l'échographie pour sortir les mouvements du sang par rapport aux échos des parois ou des tissus qui ne bougent pas. En faisant ce qui s'appelle du Doppler, on peut envoyer certaines fréquences ultrasonores, et si les échos du sang bougent à une certaine vitesse, en regardant ce qui revient à une fréquence différente de ce qui a été envoyé, et en mesurant le décalage des fréquences, on a une idée de la vitesse du flux sanguin, parce qu'il y a plein de petits échos. Ça, c'est ce qu'on appelle le Doppler continu, c'est un Doppler très simple, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire ce qu'on appelle du Doppler pulsé, qui est beaucoup utilisé. On envoie des ultrasons dans le corps humain 1000 fois par seconde et on écoute les échos qui reviennent des globules rouges seulement. Et en écoutant tir après tir la position des échos, si les globules rouges bougent, les échos bougent. Et en mesurant les mouvements du speckle, c'est-à-dire du bruit, en mesurant les petits mouvements par des algorithmes de corrélation, on peut donner la vitesse des écoulements du sang. Et on peut mesurer des petites vitesses d'écoulement du sang. Et on présente ça habituellement dans les échographes en imagerie couleur. Ici, quand vous mettez l'échographe, si vous vous concentrez sur les mouvements du sang dans les veines ou dans les artères, vous pouvez présenter en rouge le mouvement du sang qui vient dans la direction vers la barrette de transducteur qu'on met sur le corps humain, ou en bleu, qui va dans la direction opposée. Et puis vous pouvez voir même quelque chose de dynamique. Vous pouvez suivre les écoulements du sang, et quand vous faites un examen des carotides ou du cœur, le médecin utilise beaucoup cette information. Ici, c'est un cordon ombilical où on voit que le sang change de direction parce que le cordon tourne par rapport à la direction de la barrette de transducteur. Et toute cette échographie est utilisée massivement en médecine pour voir les anomalies des écoulements. Alors, tout ça, c'est bien, on est content de tout ça. On peut aussi regarder, par exemple, la vascularisation d'une tumeur de la thyroïde, et on peut voir un petit peu des échos du sang et des mouvements du sang. Mais ce sont des échos peu sensibles, parce qu'un globule rouge donne un écho très faible comparé aux échos des parois des tissus. Et en gros, ça donne des échos 40 décibels, c'est-à-dire 100 fois inférieurs en amplitude aux échos de parois. Et la dynamique de l'électronique, souvent, n'est pas suffisante. Et donc, les gens se sont posé la question, il y a un certain nombre d'années, est-ce qu'on ne peut pas augmenter les échos du sang en rajoutant aux globules rouges qui circulent dans le sang des petits agents de contraste ultrasonore? Et l'idée a été la suivante. C'est une idée qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, mais vous verrez qu'en même temps, on vient de trouver des méthodes qui permettraient d'éviter ça. C'est d'aller injecter dans le sang du patient des microbules qui sont des petits agents de contraste ultrasonore. Et ces microbules sont enveloppés dans une petite coquille, une petite coque qui a des propriétés biologiques pas trop délicates. Et ces microbules peuvent être envoyés dans le sang comme agents de contraste. Et ces microbules qu'on envoie ont une propriété particulière, c'est que quand vous avez une petite sphère qui contient un gaz, c'est un petit oscillateur, mais qu'on appelle un oscillateur non linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous envoyez des ultrasons d'une certaine fréquence, oméga, sur une bulle, elle va changer de section, et puis elle va se compresser et se dépresser, et elle va osciller. Mais c'est un oscillateur qui est non linéaire, parce que en même temps que vous l'écrasez, il se met à résister d'autant plus à l'écrasement. Ce n'est pas comme un ressort qui a une raideur K, qui reste toujours la même, c'est un oscillateur non linéaire. Et lorsque vous envoyez des ultrasons sur une petite bulle, si vous filmez avec une caméra ultra rapide l'oscillation de la microbulle, excusez-moi, j'avais un petit film qui aurait dû marcher, j'espère que les autres films marcheront. On voit que, ça je suis un peu inquiet, bon, on verra si j'ai des mauvaises surprises tout à l'heure. On voit que la microbulle oscille de façon non linéaire. Vous appliquez une pression acoustique qui est sinusoïdale, mais la microbulle n'oscille pas du tout de façon sinusoïdale. C'est-à-dire qu'elle renvoie, elle devient un haut-parleur
quand elle oscille, mais qui émet des fréquences différentes des fréquences qu'elle a reçues. Elle peut émettre l'harmonique, différentes harmoniques de ce qu'elle a reçu. D'autre part, une microbulle, si vous augmentez la pression ultrasonore, vous la cassez, vous la détruisez. Et donc, à la fois, vous pouvez injecter des petites microbules qui vont dans le sang, que vous pouvez décider de casser à un moment donné, et vous pouvez aussi regarder les échos qu'elle renvoie, qui sont généralement à une fréquence différente de ce qu'on a envoyé. Et il y a beaucoup de types de microbules qu'on peut utiliser. Et en fait, ce qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est vendu par Bracco, c'est des microbules qu'on appelle sonovus, qui sont entourées d'une petite couche de lipides. C'est typiquement les dimensions sont de l'ordre de 2-3 microns. On les envoie dans le sang. Ça augmente énormément l'écho si on écoute ce qu'on appelle la fréquence double de la fréquence qu'on a envoyée pour les ultrasons. Et on envoie avec un transducteur ultrasonore des signaux sur une microbulle. Et si on écoute ce qui revient de la microbulle, si on a envoyé une fréquence F0, la microbulle renvoie du 2F0 ou du 3F0. Et ça, c'est particulier aux microbules, donc on les marque quelque part et on peut s'amuser à les suivre. Et ces microbules, on peut faire ce qu'on appelle de l'imagerie harmonique, on écoute les harmoniques des fréquences qu'on a émises. Et il y a pas mal d'astuces, parce qu'on envoie un contenu fréquentiel dans les tissus et on écoute le contenu fréquentiel double pour ne voir que les microbules parmi tout le reste des tissus, pour ne voir que ça. Et on peut jouer là-dessus. Et il y a différentes stratégies. Le problème, c'est que quand on veut envoyer une bande passante large pour avoir une très bonne résolution axiale, la bande passante de ce qu'on émet et de ce qu'on reçoit, les deux bandes passantes se croisent et il faut trouver des astuces pour reconnaître ce qui vient de la microbulle de ce qui vient des restes des tissus. Et on utilise des techniques astucieuses qu'on appelle des techniques de pulse inversion, qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui, où on envoie dans le corps humain d'abord un signal échographique qui a une certaine forme, on écoute l'écho qui revient du corps humain, et puis on va envoyer le même signal, mais en remplaçant tout ce qui est positif par du négatif et tout ce qui est négatif par du positif. Et donc on va envoyer le signal complémentaire, et si on a un oscillateur non linéaire, ce qui va revenir ne sera pas le complémentaire de ça, puisqu'on n'est plus linéaire, et la somme des deux ne sera plus du tout nulle. Et quand on regarde la somme des deux, on va voir apparaître tout le contenu harmonique qui vient des bulles. Et donc il y a des techniques qui ont été mises au point, et ces techniques permettent de sortir les échos des bulles. Alors c'est intéressant parce que si vous envoyez dans une cavité, par exemple, du cœur, des microbules, et si vous regardez juste l'écho à la fréquence des ultrasons standards, l'écho des microbules n'est pas fort. Mais si vous regardez juste les échos à la fréquence double, vous voyez brusquement les microbules qui dominent comparé aux parois du cœur, etc. Donc vous sortez ça du bruit. Alors ça, c'est utilisé pour faire ce qui s'appelle de l'imagerie de perfusion, qui est quelque chose de très utile, mais qui n'est pas facile parce qu'il faut injecter des microbules, et donc ce n'est pas complètement un acte complètement anodin. Et l'idée est la suivante, et j'espère là que... J'espère, mais j'ai l'impression que, alors que tout marchait gentiment tout à l'heure, que ça ne marche plus. Et si mes films ne marchent pas, je suis un peu triste parce que ça, c'est le mystère de la... Non, surtout que j'ai des belles choses à vous montrer après. Et là, il y a un bug. Bon, je suis désolé, pour le moment, ça ne marche pas, mais on va essayer de continuer avec ça. Vous pouvez regarder, par exemple, ça c'est le cœur. Vous avez envoyé des microbules qui vont partout dans le myocarde et partout à l'intérieur du cœur. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez toutes ces microbules qui envahissent le cœur, vous les filmez 50 fois par seconde, et puis à un moment donné, vous envoyez un flash ultrasonore qui va détruire toutes les microbules dans votre zone d'intérêt. Et donc, d'un coup, le myocarde se vide de microbules, il en reste encore un certain nombre à l'intérieur des ventricules, et vous regardez à quelle vitesse les microbules que vous avez injectées re-remplissent le myocarde. Et vous pouvez, sur chaque pixel de l'image, suivre au cours du temps le temps qu'il faut pour que les microbules reviennent. Donc vous avez ce qui s'appelle le temps de perfusion qui vous dit si votre organe est bien vascularisé ou pas bien vascularisé. Et à partir de ça, si quelqu'un a eu un problème de myocarde, il y a des zones qui sont plus ou moins mortes au niveau vasculaire, et repérer ces zones, on peut les repérer en voyant comment la vascularisation change. Et en faisant ça,
Oui, j'ai l'impression que mes films refusent de marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, celui-là, il accepte de marcher, mais pas longtemps d'ailleurs. À partir de cette image, sur le cœur, quand vous allez calculer pour chaque pixel de l'image le temps de reperfusion, vous allez pouvoir faire une carte de ce genre qui vous donne sur la coupe d'un myocarde des zones en rouge ou en verte qui vous disent à quelle vitesse le sang revient. Et donc ça vous dit les zones qui sont quasiment mortes ou qui sont en train de s'abîmer. Donc ça, c'est une méthode assez élégante qui repose sur l'injection de microbules et le repérage. Alors tout ça, c'est les techniques classiques. Mon topo s'appelle « Où va l'imagerie ultrasonore ?» Maintenant, je vais vous parler de l'avenir. Et l'avenir commence à arriver, et l'avenir est intéressant, c'est l'idée qu'au lieu de faire une échographie avec 50 images par seconde, ce qui est déjà pas mal, on va faire une échographie ultra rapide. Et faire une échographie ultra rapide, c'est essayer d'aller faire 10 000 images par seconde du corps humain. Et en voyant 10 000 fois par seconde le corps humain, on va voir qu'on peut sortir des informations quantitatives extraordinaires du corps humain. Tout le monde pensait que ce ne serait pas très intéressant de voir 10 000 fois par seconde le corps humain parce que les choses ne changent pas si vite. Ce n'est pas si vrai, et vous allez voir comment on peut faire. Alors d'abord, comment faire 10 000 images par seconde du corps humain? Au lieu d'aller focaliser des ultrasons pour écouter les échos et bouger le faisceau ligne à ligne, on va envoyer juste une onde plane dans le corps humain. On envoie une illumination très large, comme en holographie optique, quand vous envoyez un faisceau laser très large sur un objet, et on va écouter tous les échos avec des centaines de transducteurs piézoélectriques qui ont chacun des convertisseurs analogiques digitaux, et tous les échos qui reviennent du corps humain, on va les stocker dans une gigantesque mémoire électronique. Et dans cette mémoire, en un tir, on reçoit tout ce qui revient du corps humain. Un tir, ça prend 1/10 millième de seconde, tout revient de 10 cm de profondeur. Quand tout est dans la mémoire, on va faire ce qu'on appelle un processing ou un beamforming parallèle pour, à partir des échos, les échos, ce n'est pas l'image, les échos, c'est les échos, comment refaire l'image du milieu. Et on va faire un processing pour obtenir une image en un tir, au lieu de faire 500 tirs pour faire une image. Et pour ça, on va utiliser un concept qui est le concept de retournement temporel, qui est un concept assez simple qui vous dit la chose suivante. Si vous envoyez une onde dans le corps humain, si vous écoutez tout ce qui revient de cette onde, si vous stockez tout dans des mémoires, si tous les échos que vous avez reçus dans les mémoires, vous les relisez en verlan, donc tout ce que vous avez reçu en premier, vous le relisez en dernier, tout ce que vous avez reçu en dernier, vous le relisez en premier, et si vous réémettez tout dans le même milieu, l'onde revit sa vie passée. Alors, on a fait à partir de ça des appareils pour détruire dans le corps humain des objets, ou une onde qui vient d'un objet, on la capte, on la retourne temporellement et elle revient en marche arrière sur l'objet pour détruire un calcul rénal ou des choses comme ça. Mais on peut faire ce retournement temporel dans un ordinateur très puissant. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer un tir, d'écouter tout ce qui revient, qu'on met dans des mémoires, et une fois que tout est dans les mémoires, au lieu de faire un retournement temporel et de renvoyer physiquement dans le milieu, on fait tout dans un ordinateur très rapide. Et on retourne le temps et toutes les ondes reviennent en marche arrière dans l'ordinateur et refocalisent vers tous les points qui leur ont donné naissance. Et on peut faire un appareil que vous voyez ici, qu'on avait fabriqué au labo en 1998, qui est cette énorme électronique qui tire, reçoit, et retourne dans l'ordinateur et vous fait l'image, mais 10 000 fois par seconde. Alors, cette image... Donc, au lieu d'avoir 50 images par seconde, on a 10 000 images par seconde avec ce qu'on appelle un processeur à retournement temporel. Et quand on fait cette image, on perd quelque chose, parce qu'on n'a pas focalisé les ondes en émission, on a envoyé un très large faisceau et on retourne le temps seulement en réception. Et si on compare l'image qu'on obtient avec un appareil normal, qui fait 25 images par seconde, ici c'est un fantôme de tissu biologique plein de petits diffuseurs et ici plein de zones qu'on appelle anéchoïques. Sur une image normale, on a ça c'est l'image d'un fantôme de tissu biologique par ultrason. Et si on fait 18 000 images par seconde, on a une image qui a les mêmes informations, mais elle est beaucoup moins bien contrastée. Et donc, on peut avoir une caméra ultra rapide, mais elle donne une image moins bonne que celle-là. Et donc, il faut trouver une stratégie pour utiliser peu d'ondes planes pour faire une image aussi bonne que ça. Et pour ça, on a eu l'idée de faire un système qui fait du retournement temporel, mais pas seulement d'une onde plane qu'on émet, mais de plusieurs ondes planes. Et on peut envoyer une onde plane dans une certaine direction qui rentre dans les tissus, mais après, on peut envoyer une onde plane qui fait un angle
pour écouter l'écho, puis après une onde plane qui fait un autre angle. Et on peut tout stocker dans une mémoire très puissante d'ordinateur, et on peut demander à l'ordinateur qui a reçu plusieurs images, obtenues sous plusieurs angles, d'aller les combiner de façon cohérente. C'est-à-dire, à partir de l'image obtenue à partir de différentes ondes planes, on peut les combiner pour simuler dans l'ordinateur, de façon synthétique, une focalisation qu'on aurait fait en émission. Et chaque image est mauvaise et la combinaison devient bonne. Et la question, c'est combien faut-il combiner d'images? Ici, j'ai 18 000 images par seconde. Ici, j'en ai 25. C'est l'appareil que j'ai à l'hôpital. Eh bien, ici, on voit que si on envoie une dizaine d'angles, on peut recombiner ces images et obtenir une qualité d'image quasiment aussi bonne que celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image est focalisée parfaitement partout. Et donc, d'une part, on peut obtenir 1000 images par seconde, typiquement, de bonne qualité. Alors, quand on fait ça, si vous prenez, voilà l'image d'un fantôme obtenue avec une image, 25 images par seconde. Maintenant, on peut passer dans le mode à 10 000 images par seconde qui en donne 1000 à la fin. L'image ne vous paraît pas nettement meilleure ici, mais en fait, si vous regardez bien, chaque petit diffuseur est plus propre, le speckle est plus propre. Et vous pouvez faire ça sur des tissus humains. Voilà une image normale obtenue avec un échographe. Et si on passe en mode ultra rapide, l'image devient beaucoup plus juste et l'image est plus belle. Mais c'est joli, c'est bien, l'image en niveau de gris est bien. Mais il y a une petite révolution derrière tout ça. L'image échographique elle-même est pas mal, quand on passe à 10 000 images par seconde, et qui sont réduites après à 1000 images par seconde en gros. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus avec de l'imagerie ultra rapide? Oui, on peut faire deux choses de plus. Quand on peut voir en gros 10 000 images par seconde pas très bonnes du corps humain, on peut voir deux choses dans le corps humain. On peut observer l'activité sismique du corps humain. C'est-à-dire, dans le corps humain, vous vous rappelez qu'il y a deux types d'ondes qui se propagent. Les ondes rapides, les ondes de compression, et puis les ondes de cisaillement mécanique. Ces ondes sont les mêmes ondes que celles qui sont produites quand il y a un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, il y a une faille qui bouge dans la terre. Et vous savez qu'il y a deux types d'ondes qui sont produites, les ondes de compression qui vont vite, qu'on appelle les ondes premières, et puis les ondes de cisaillement qui arrivent derrière et qui vous cassent tous les immeubles, et qui vont plus lentement, qu'on appelle les ondes S comme les ondes secondes. Eh bien, dans le corps humain, sans arrêt, à basse fréquence, il y a des ondes de cisaillement qui se baladent. Et ces ondes vont à quelques mètres par seconde. Et donc, si je sais faire 10 000 images par seconde du corps humain, je peux suivre la propagation de ces ondes et faire le film de ces ondes. Et ça donne une imagerie d'élasticité. Deuxième chose, quand j'ai 10 000 images par seconde du corps humain, je peux revenir sur toute l'idée de l'imagerie Doppler qui cherche à mesurer les écoulements du sang. Et je peux voir que, au lieu de mesurer des écoulements du sang qui ont besoin d'être importants pour voir un signal Doppler sortir, je peux commencer à mesurer des écoulements du sang ultra faibles, qui sont les écoulements du sang que je crée dans mon cerveau quand je me mets à penser à quelque chose. Et donc, si je mets cette sonde sur mon cerveau, je vois brusquement toute mon activité fonctionnelle quand je pense à quelque chose ou quand je fais n'importe quel geste. Et donc, cette imagerie nouvelle a deux applications. Regardons la première. La première, c'est l'idée qu'on va suivre les ondes de cisaillement basse fréquence qui sont créées dans le corps humain. On va les filmer par la caméra ultra rapide. Et on fait ce qu'on appelle de l'élastographie transitoire, qui est un concept qu'on avait inventé dans le labo il y a 15 ans, où on crée une onde de cisaillement dans le corps humain. Elles peuvent être créées par les battements du cœur, mais on peut aussi les créer soi-même, soit en donnant des petits coups sur le corps humain, on crée une onde de cisaillement, soit en utilisant quelque chose que je vais définir tout à l'heure, qui s'appelle la pression de radiation des ultrasons. Et quand vous envoyez une onde de cisaillement qui se promène dans le corps humain, vous vous rappelez qu'elle avance à une vitesse entre 1 et 10 mètres par seconde. Et si vous voulez filmer cette onde qui fait bouger les tissus, qui les cisaille, vous allez voir le petit speckle bouger quand l'onde passe. Et donc, si vous allez suffisamment vite, vous allez voir ces mouvements et vous pouvez quantifier ces mouvements. Et vous pouvez faire un film, si vous avez 10 000 images par seconde, vous pouvez filmer l'onde qui avance millimètre par millimètre. Et en faisant ça, vous allez avoir un film qui va vous donner partout la vitesse de l'onde de cisaillement. Et si en chaque point de l'image, vous donnez la vitesse de l'onde de cisaillement, comme la densité volumique vaut 1000 kg par mètre cube, vous avez le module de cisaillement et vous avez ce que sent le médecin quand il palpe un tissu. Et vous avez un autre module qui s'appelle le module Young, qui est 3 fois le module de cisaillement, qui est aussi ce que sent le médecin. Sauf qu'il y a un facteur 3 entre ces deux modules qui sont définis. Et donc, on avait travaillé dans notre labo beaucoup sur ces phénomènes, et au début, on n'avait pas cette électronique qui fait 10 000 images par seconde. On avait quelque chose de bien plus simple. On utilisait un vibreur qu'on mettait au-dessus du foie d'un patient. On donnait un tout petit coup.
ne vous inquiétez pas, le coût fait 100 microns, donc ce n'est pas un grand coût. Et en même temps, on utilisait au départ un unique transducteur ultrasonore qui envoyait des ultrasons et qui faisait de l'échographie avec un transducteur. Et cet appareil nous a permis de voir qu'on émettait une onde ultrasonore, que le transducteur pouvait faire écouter tous les échos et voir l'onde avancer et mesurer la vitesse de l'onde de cisaillement. Et quand on mettait ça sur le foie d'une personne, suivant que le foie avait de la fibrose, pas de fibrose ou de la cirrhose, on voyait que la vitesse de l'onde de cisaillement changeait. Et on a fait un appareil qui s'appelle le FibroScan, qui est utilisé dans le monde entier maintenant. C'est le gold standard pour mesurer la fibrose du foie et la cirrhose du foie. Et on a créé une société qui s'appelait Ecosense qui a vendu 2000 FibroScan. C'est devenu malheureusement une société chinoise parce que les maladies du foie en Asie sont beaucoup plus importantes encore qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Mais c'est une société qui est encore basée en France. Et on avait démarré comme ça par cet appareil qui n'était pas un échographe, qui était un échographe à un transducteur, mais pas à 200 transducteurs qui fait une image. Et à partir de ça, après avoir créé cette première boîte, on a mis au point sur une barrette de transducteurs cet imageur ultra rapide qu'on portait sur une sonde, et ce n'était pas pratique. On allait à l'Institut Curie pour utiliser ça. Et puis après, on a trouvé une façon de ne plus avoir besoin de vibreurs pour créer des ondes de cisaillement. Et on met directement une sonde sur le corps humain. Et ici, on a un appareil qui fait 10 000 images par seconde. Cette sonde crée des petits séismes dans le corps humain. Et on filme tout ça et on fait une image. Et c'est cette société qu'on a créée, Supersonic Imaging. Et là, quand on fait ça, l'idée qu'on utilise est très nouvelle, mais maintenant c'est une idée que toutes les compagnies sont en train de rajouter sur leur échographe, c'est d'utiliser la même barrette de transducteur qui fait l'image du corps humain, mais dans un premier temps, cette barrette focalise à un endroit une onde ultrasonore, mais qui dure longtemps. Et il y a un phénomène qui a été découvert par Langevin, d'ailleurs, dont on a donné le nom à notre laboratoire, qui est que quand on focalise des ultrasons un peu forts à un endroit des tissus ou dans de l'eau, ça crée une force qui pousse le milieu. Si vous envoyez des ultrasons dans un aquarium vers la surface, vous voyez une fontaine qui soulève la surface parce que ça crée une force dans cette direction. Et là, si vous envoyez des ultrasons pendant un certain temps, vous poussez les tissus de quelques microns. Et quand vous les poussez de quelques microns, c'est comme si vous créez un tremblement de terre, c'est comme si vous créez une faille qui coulisse. Les tissus poussent de quelques microns, de 10 microns, et puis vous arrêtez de pousser. Donc les tissus reviennent à l'équilibre. Et en revenant à l'équilibre, ils émettent une onde de cisaillement. Et donc on peut créer à distance une onde de cisaillement dans le corps humain. Et alors, on a créé cette onde de cisaillement. Ici, vous avez la séquence ultrasonore, 50 images par seconde, c'est ce que donne un échographe standard. Mais nous, pendant 1/50e de seconde, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord créer un microséisme dans le corps humain, qui va créer une onde de cisaillement, et on va passer dans un mode d'imagerie ultra rapide, et on va faire un film qui dure 1/50e de seconde. Et en poussant dans les tissus, on voit qu'on a créé un petit tremblement de terre, et on voit une onde qui se répand dans les tissus, et on voit qu'elle avance à une certaine vitesse. On peut mesurer la vitesse, ça vous donne la dureté des tissus. Mais évidemment, cette onde décroît. Et donc on a trouvé une méthode plus astucieuse, c'est de focaliser cette onde à un endroit pour créer un microséisme, puis après de pousser le séisme plus profond, plus profond, plus profond, en changeant la focale. Et si on pousse ce point à une vitesse supersonique, c'est-à-dire une vitesse plus rapide que les ondes qu'il crée, on crée un super séisme qui est beaucoup plus costaud, comme un avion. Quand il dépasse la vitesse du son, brusquement, il crée sur un cône de Mach un bruit beaucoup plus fort. Alors, évidemment, ce qu'on veut créer comme séisme ne doit pas être dangereux pour les tissus et doit être accepté par la FDA aux États-Unis ou par la CE en Europe, et c'est parfaitement accepté. Et donc, quand on fait ça, alors j'espère que ça va marcher. Voilà une image d'échographie. Si ça ne marche pas, je suis obligé de faire un petit tour. Voilà une image d'échographie d'un fantôme où il y a une tumeur. C'est-à-dire qu'il y a une zone beaucoup plus dure des tissus, comme un carcinome. À l'échographie normale, un médecin peut complètement rater ça. Il voit les mêmes échos, il y a du bruit, il voit vaguement des bords, et la plupart des médecins vous diront qu'il n'y a rien de spécial là-dedans. Maintenant, si vous pouvez envoyer une onde de cisaillement et la filmer, et j'espère que le film marche, oui. Ce film dure 20 millisecondes, il est fait automatiquement, et si vous regardez ce film, au début, on ne voit rien sur l'image échographique, mais le film, qui ne voit que les mouvements du speckle induits par l'onde de cisaillement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une onde qui, au début, est belle, et puis il voit brusquement que l'onde se met à changer de vitesse et de forme. Ici, il s'est passé des tas d'événements. Et on peut calculer en chaque point la vitesse de l'onde. Et si on calcule la vitesse de l'onde, on peut la représenter
on peut représenter ce qui s'appelle le module de cisaillement en kilopascal et on voit une carte de la dureté de la tumeur. Ici, une image échographique ne voit rien, mais la façon dont les images échographiques changent par le passage de l'onde de cisaillement vous marque la vitesse de l'onde de cisaillement, donc vous donne la dureté. Et d'un coup, vous voyez ce qui se passe. Et vous pouvez quantifier en kilopascal la dureté. C'est comme si vous aviez un médecin qui pince les tissus tous les demi-millimètres, qui pince, qui mesure la dureté et qui l'affiche. Mais sauf que ça se fait à toute allure, ça se fait en 1/50e de seconde. Alors quand on fait ça, on a fait cet appareil, on l'a testé à Curie, on crée une société. Évidemment, c'est une des choses qu'on ne fait pas beaucoup en France, malheureusement, à partir des recherches faites dans les labos universitaires, mais nous, on l'a fait. Et on crée une société qui fabrique un appareil bien mieux que le nôtre, qui fait tous les traitements à toute allure, parce que c'est des ingénieurs beaucoup plus compétents que dans un labo universitaire, et qui fait cet appareil qui s'appelle l'Explorer, parce que la société est à Aix-en-Provence. Et cet appareil, qui fait donc 10 000 images par seconde et qui suit les ondes de cisaillement, il y en a déjà 800 qui ont été vendus dans le monde, pour la détection de différents types de cancers. Et ça s'applique à tout type de milieu biologique. Regardez ici, par exemple, sur le sein. Ici, vous avez 3 patientes sur lesquelles l'échographie normale voit 3 lésions. Mais le médecin a beaucoup de mal de se faire une idée. Maintenant, si vous rajoutez à ça une image, une onde de cisaillement et le film de l'onde de cisaillement, vous rajoutez une carte de la dureté des tissus que vous quantifiez. Et ça a été fait massivement sur énormément de patients. Et par exemple, ça, c'est une étude qui montre que lorsqu'on rajoute à l'image de l'échographie normale cette image de dureté, ici, c'est par exemple très dur, et puis à l'intérieur, c'est redevenu mou. Ça, c'est malheureusement une zone dans laquelle l'intérieur des tissus est nécrosé après que le cancer se soit développé, et on le voit très bien sur l'image. Et donc, on voit beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et c'est en train de devenir, ça a pris du temps, mais c'est en train de devenir la modalité en échographie qui va permettre de rajouter une spécificité dans le diagnostic des cancers du sein bien plus grande que la spécificité normale. Vous pouvez suivre une chimiothérapie. Mois après mois, vous pouvez voir que la carte de dureté de la patiente change, alors que souvent il reste des cicatrices sur l'échographie qui vous empêchent de voir si le traitement est efficace. Et vous pouvez faire ça jour après jour, voir comment la dureté change pour voir si le traitement est efficace. Vous pouvez appliquer ça évidemment au sein, mais vous pouvez l'appliquer à des tas d'autres organes, sur le foie par exemple. Ça, ce ne sont pas des cancers, mais c'est des patients. Un patient normal a un foie qui a quelque chose comme quelques kilopascales de dureté. Mais dès que le patient a des degrés de fibrose plus grands, eh bien la dureté change. Et vous mettez la sonde directement sur un patient, on sait tout de suite à quel stade vous en êtes. En mettant la sonde, on voit la couleur qui change et on peut tout de suite quantifier. Et en fait, suivant la couleur, vous pouvez en déduire en kilopascal le module de cisaillement et vous suivez le degré de fibrose très bien et jusqu'à la cirrhose. Maintenant, vous pouvez aussi diagnostiquer la présence de lésions focales, c'est-à-dire de cancers localisés, et vous pouvez, en voyant la carte d'élasticité, alors que vous avez beaucoup de mal en échographie de voir ce genre de problème, vous avez quelque chose d'objectif qui vous donne quantitativement la dureté. Et il y a des types de cancers différents, il y en a qui sont beaucoup plus durs, il y en a qui sont plus mous, donc ça ne suffit pas toujours à dire que c'est un cancer, mais bien utilisé, c'est un apport énorme. Ça peut s'utiliser sur beaucoup de choses. Ici, c'est une carotide. Vous voyez ici la fourche carotidienne et vous voyez ici la dureté des artères. Et ici, vous voyez une zone qui est plus dure et vous pouvez mesurer sa dureté, c'est une plaque, et vous pouvez quantifier la dureté des plaques et ça commence à être beaucoup utilisé. Vous pouvez faire ça sur la prostate, ça marche très bien avec des sondes endorectales. Vous pouvez le faire sur les tendons et les muscles. Quand vous contractez votre muscle, vous voyez comment la dureté change en temps réel. Sur le cœur, vous pouvez voir pendant la contraction du myocarde, la dureté qui change. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent avec ça. Ça, c'est la première application très importante de l'imagerie ultra-rapide. La première application, donc, c'est de suivre les ondes de cisaillement, qu'on appelle les shear waves. Et c'est tout le domaine de la shear wave élastographie qui est en train d'avoir un boom énorme. Deuxième application, vous pouvez, en allant si vite, aussi mesurer les mouvements du sang, mais en faisant ce qu'on appelle de l'ultraphase Doppler. Et là, vous allez avoir une sensibilité telle que ce n'est pas des mouvements des globules rouges importants qui vont vous donner un signal, mais dès que les globules rouges bougent un petit peu, vous le voyez. Et quand vous faites ça, vous allez être étonné de ce que vous allez voir. On va regarder ça sur
le cerveau d'un rat, on met une sonde. Alors, on a enlevé d'abord le crâne. Le crâne du rat, on met une sonde sur son cerveau et d'abord on fait du Doppler conventionnel. C'est-à-dire qu'on va mesurer les écoulements du sang dans le cerveau d'un rat en envoyant un faisceau, puis on va répéter le faisceau plusieurs fois pour faire une analyse Doppler de cette ligne, puis après on va le répéter à côté, à côté, à côté. Et quand on va faire ça, on va enregistrer plein de tirs. Ça, c'est ce que fait un échographe, tous les échographes qu'il y a dans les hôpitaux. Et à partir de ça, on va essayer de faire une carte de l'énergie cinétique du sang dans ce cerveau. Et quand on fait la carte du cerveau du rat, on voit vaguement qu'il y a des zones où il y a pas mal de circulation du sang. Ça, c'est ce qu'on appelle du power Doppler. Ça ne vous dit pas dans quelle direction va le sang, mais ça vous dit en moyenne si le sang bouge beaucoup ou pas. Et on voit vaguement la délimitation de la zone corticale et d'autres zones, mais ce n'est pas très beau. Maintenant, si au lieu d'utiliser cet échographe, on utilise un échographe ultra rapide, il envoie des ondes planes, il les stocke à toute allure. Ça demande une puissance de calcul dingue parce qu'on part de 18 000 images par seconde, dont on fait après 1000 images par seconde, en croisant des tas d'ondes planes. Et tout ça, on le fait, et pour chaque pixel de l'image, on va comparer les mouvements du speckle. Et quand on fait ça, on obtient une image brusquement beaucoup plus sensible et on se met à voir dans chaque colonne corticale du cerveau une certaine activité. Et ça, c'est une image qui prend 1/5 de seconde. On a stocké 200 images comme ça, et pour ces 200 images, on a calculé l'effet Doppler. Et lorsqu'on fait ça, on voit que brusquement, on a amélioré la sensibilité d'un facteur 50, et en améliorant la sensibilité d'un facteur 50, on voit des écoulements très faibles. Alors quand on fait ça, on peut promener la sonde sur le cerveau de l'animal, et on peut commencer à voir tout le système vasculaire qu'on voit. Et pour le moment, on peut balader la sonde, et à partir de ça, on peut s'amuser à regarder aussi dans quelle direction va le sang pour faire des choses comme ça, mais on peut faire ça pour faire un peu une imagerie à 3 dimensions du cerveau. On peut aller plus loin, on peut balader une sonde, enregistrer des tas de coupes du système sanguin de l'animal, et une fois qu'on a tout enregistré, on peut commencer... Alors là, j'espère que vous allez voir que mes films n'ont pas marché. Pourtant, c'est joli. Alors là, si ça ne marche pas, je vais être... Ouais. En fait, on peut se promener dans le cerveau et voir tout le système vasculaire. Excusez-moi, je vais peut-être tenter quand même une petite aventure. Je regarde. Avant de tenter l'aventure des films, j'espère que le film sur la crise d'épilepsie va marcher, lui. Je hais PowerPoint. Et dès que vous avez un nouveau PowerPoint, il n'accepte plus les codecs de l'ancien PowerPoint. Et malheureusement, là, on va regarder quelque chose d'intéressant. Comme on fait une imagerie très rapide, on va pouvoir, en injectant dans le cerveau de ce rat une drogue qui va déclencher une crise d'épilepsie, sinon, là, je suis obligé... Ah, zut, ouais, bon. Non, alors, excusez-moi, je sors du truc. C'est nul que ce soit. Surtout que ça marchait il y a 1 heure. Alors, si je veux sortir de ça, Amsterdam, c'était la semaine dernière et ça marchait à Amsterdam. Alors, est-ce que ça va marcher sur le film d'Amsterdam? C'est dommage parce que c'est le mouvement du sang qui est vraiment la partie intéressante. Excusez-moi. On va déjà voir si celui-là marche. Sinon, je vais faire un petit essai. Je vais aller me mettre dans une autre zone. Oui, alors là, vous allez voir la crise d'épilepsie. Et on voit ce qu'on appelle le blood volume. Et ça, c'est une image où on voit les zones corticales qui s'activent. On voit comment ça passe dans l'hippocampe. On voit toute la connectique sur 2 dimensions en temps réel. Et l'image qu'on fait là... excusez-moi, elle a un énorme avantage, c'est que c'est une image dont la résolution spatiale est 100 microns par 100 microns, parce qu'on utilise des ultrasons à 15 MHz et non pas à 5 MHz. Et on a une image de l'activité du sang 5 fois par seconde. Quand vous allez dans une IRM, il faut penser pendant une bonne minute pour que l'IRM grave l'information, ce n'est pas du temps réel. Ici, on suit la dynamique spatio-temporelle des écoulements du sang avec ça. Et alors, j'ai peut-être de la chance que le reste va marcher. Maintenant, vous pouvez mettre cette sonde, non pas sur un petit animal,
à crâne ouvert ou à crâne lissé, mais vous pouvez aller voir des bébés qui ont la fontanelle ouverte. Et en mettant la sonde directement sur la fontanelle, vous allez pouvoir voir d'une part le système vasculaire, mais vous allez avoir plus. Alors j'espère à nouveau que les films vont marcher. Vous allez voir le sang pulser au battement du cœur du bébé, et vous allez pouvoir, sur chaque point de l'image, étudier la vitesse du sang, l'effet Doppler, et donc vous allez pouvoir voir ce qui... Oui, non, alors peut-être, si celui-là marche, j'ai peut-être une chance. Oui, là vous voyez le système vasculaire là, qu'on voit en 3 dimensions. C'est une image ultrasonore, hein. Ce n'est pas une image d'IRM. Ouais, je vous montre ça aussi. Vous pouvez aussi vous promener dans le système pour voir un petit peu. Mais ça, il faut savoir que c'est un appareil extrêmement bon marché. Ce n'est pas du tout une IRM de combat. C'est un échographe, mais qui a juste un mode ultra rapide. Et vous pouvez observer beaucoup d'informations. Sur les cartes de résistivité, bon, vous pouvez trouver ce qui s'appelle la résistivité du cerveau, en particulier pour les bébés qui ont eu des problèmes à la naissance en mettant cette sonde. Vous pouvez voir dans chaque zone du cerveau la vitesse maximum du sang, la vitesse minimum, et le rapport de ces vitesses par rapport à la vitesse moyenne vous donne ce qui s'appelle l'index de résistivité qui vous explique très bien la qualité des vaisseaux. Et vous faites ça avec des résolutions de 100 microns hein, dans ce cas-là. Alors, au passage, cette même technique, là, ici, on observe le sang, mais on n'a pas besoin de rajouter des agents de contraste dans le sang pour le voir, comme tout à l'heure où je rajoutais des microbules pour augmenter l'écho du sang. Là, on a tellement de sensibilité parce qu'on a une cadence d'image très grande que c'est sur vraiment le mouvement des globules rouges tout seul qu'on fait ça. Et on est juste en train de commencer à regarder ça au niveau en cancérologie, où on compare une image de perfusion. Là, ça c'est une image obtenue en injectant un agent qui s'appelle du Sonoview dans une tumeur implantée sur une souris. Et on peut voir les zones hypervascularisées ou les zones pas vascularisées dans la tumeur. Mais ça, c'est avec l'injection d'un agent qu'on détruit et on regarde à quelle vitesse ça reperfuse. Et là, si on utilise directement l'ultraphase Doppler, sans ce qui s'appelle contrast enhancement, eh bien, on voit très très bien toute la partie qui est fortement vascularisée ou pas fortement vascularisée. On commence juste à travailler là-dessus. C'est Michael Tanter chez nous qui pousse toutes les applications médicales de l'ultraphase Doppler, à la fois sur le cerveau et sur l'oncologie. Mais il y a un beau futur pour les ultrasons dans la mesure où en passant d'échographes relativement lents qui donnaient des images intéressantes mais dures à interpréter, là on passe à du quantitatif. L'image va devenir une image avec des couleurs qui va vous donner des chiffres qui ont un sens, et côté vascularisation du corps humain, ça devrait donner beaucoup de choses nouvelles. Alors évidemment, ce n'est pas encore une échographie qui, sur un adulte, vous donne l'image vasculaire de son cerveau, parce que le crâne est un obstacle, mais ce n'est pas un obstacle complètement définitif, parce qu'on peut utiliser les techniques de retournement temporel, mais on les utilise, nous, pour apprendre à brûler des tumeurs dans le cerveau à travers le crâne, mais ce n'est pas les mêmes fréquences d'ultrasons, mais dans le futur, il y a des chances que sur l'homme, on pourra faire des images du cerveau, mais qui n'auront pas la résolution de 100 microns par 100 microns, mais qui auront plutôt 400 microns par 400 microns, mais qui auront les mêmes temps de... Et ça, c'est un des projets qu'on a. En tout cas, il y a eu pas mal d'étapes dans la course à l'échographie. Les échographes ont commencé à être utilisés dans les hôpitaux dans les années 70. La révolution est arrivée parce que deux choses se sont faites en parallèle. La technologie des transducteurs est devenue meilleure, plus sensible, mais surtout, les composants électroniques sont devenus de moins en moins chers. Et aujourd'hui, la puissance de calcul est telle qu'on peut faire de l'imagerie ultra rapide en temps réel. Mais dites-vous bien que quand vous avez 20 000 images par seconde que vous stockez, pendant 1 heure, par exemple pendant une crise d'épilepsie, chaque image demandant beaucoup de pixels, la quantité de données que vous traitez est colossale. Et si vous voulez, par exemple, faire une... Aujourd'hui, Michael Tanter et des gens de la Pitié-Salpêtrière
mettre des sondes sur un rat, mais le rat se promène et à la vie de tous les jours, il a sa sonde dessus. En fait, le rat n'a pas le crâne complètement trépané, mais a juste une fenêtre. Il y a la sonde dessus et on peut enregistrer la vie du rat et toute son activité cérébrale. Et donc on voit ce qui s'appelle le resting state, l'état de repos du rat quand il pense à... Et puis brusquement, quand il fait des actions, on voit ce qui se passe et tout. Donc on a quelque chose de dynamique qui est quelque chose qui, au moins sur le petit animal et sur le petit enfant, puisque la fontanelle permet de bien voir, va permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc il y a une petite révolution en marche côté fonctionnel avec ces techniques. Donc j'arrête mon topo là. Voilà, merci.